Bonjour à toutes et à tous. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Des clés d'écriture pour une lecture accessible. C'est le résultat d'un travail que j'ai mené en collaboration avec mes collègues de l'université Toulouse-Jean Jaurès, Clara Solier et Mélanie Juclat, et en collaboration aussi avec Caroline Delattre, qui est directrice de l'école Fouriot. Ce sont les éditions Belin qui nous ont contactés en la personne de Marie Mazas avec le projet de construire une collection de littérature jeunesse qui soit accessible aux enfants dyslexiques. Ce joli projet a donné lieu à la collection Colibri, l'ami des 10, qui regroupe un ensemble d'ouvrages, de petits ouvrages de grande littérature jeunesse qui s'adressent en priorité aux enfants dyslexiques âgés de 8 à 9 ans en moyenne. Notre contribution a consisté à élaborer une charte scientifique, c'est-à-dire un ensemble de recommandations, de consignes d'écriture pour construire un texte qui soit facilement lisible, qui soit accessible donc aux enfants dyslexiques. Cette charte, cet ensemble donc de recommandations, de consignes a été adressée à tout un ensemble d'auteurs de littérature jeunesse qui avaient donc en charge de s'emparer autant que faire se peut de cette charte, de ces recommandations pour construire un texte qui réponde à toutes les qualités de la littérature avec une intrigue qui soit en mesure de tenir les enfants en haleine et de leur donner envie de poursuivre de poursuivre leur lecture et de terminer leur livre, ce qui est souvent assez rare avec des enfants dyslexiques. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consistait cette charte scientifique. Elle repose sur un socle de 4 briques. Les 2 premières concernent le processus de décodage et le processus d'automatisation. Le processus de décodage consiste à associer des unités de la langue écrite, comme ici les 3 lettres finales du mot bateau, EAU, à une unité de la langue orale. Décoder, c'est donc faire correspondre des unités écrites à des unités orales. C'est ce qu'on appelle en psycholinguistique des correspondances graphèmes-phonèmes. Les graphèmes étant les unités de l'écrit et les phonèmes les unités de l'oral. Une des caractéristiques du français écrit est que ces correspondances graphèmes, phonèmes sont multiples. Le son O s'écrit EAU dans bateau, mais il s'écrit AUT dans artichaut, il s'écrit AU dans landau, il s'écrit OT dans abricot, il s'écrit O tout simplement dans vélo, il s'écrit AUD dans crapaud, etc. Euh, donc, le principe qu'on a adopté est de réduire, d'effacer dans un premier temps, du moins cette multiplicité des correspondances graphèmes-phonèmes qui sont difficiles à traiter pour les enfants en période d'apprentissage et notamment les enfants qui présentent un problème dans cet apprentissage et de se concentrer sur une conversion correspondance graphème phonème en particulier. Je continue avec l'exemple de la correspondance E-AU qui fait O, en vue de favoriser le processus d'automatisation. Nous avons décidé que chaque histoire
Voilà, j'avais un petit problème d'image. Chaque histoire mettrait à la une, si je puis dire, une correspondance graphème-phonème spécifique. Et donc, les auteurs avaient pour objectif d'utiliser de très nombreux mots qui comprennent cette correspondance graphème-phonème. On le voit dans l'exemple ici. Des guerriers rangent alors leurs couteaux, EAU, au fond de leur fourreau, EAU, ils se tiennent à carreau, EAU pour écouter Paco, la beauté, EAU, etc. Donc, ces correspondances graphème-phonème ont été rendues bien visibles aux enfants par un jeu de couleurs. Elles apparaissent ici en rouge et l'idée est de provoquer chez les enfants des expériences de lecture multipliées d'une correspondance graphème-phonème de façon à ce qu'ils l'identifient, à ce qu'ils la mémorisent et qu'ils ne soient plus après obligés de passer par ce processus de décodage pour lire les mots. La lecture aura été ainsi automatisée. Ce travail suppose une étude en profondeur de l'orthographe du français. Le problème avec l'orthographe du français, c'est que nous avons 40 phonèmes donc, qui correspondent à des sons de la langue orale et que ces 40 phonèmes, nous les transcrivons avec 130 graphèmes, 130 unités écrites donc différentes. Il y a une grosse asymétrie entre les unités du coup de l'oral et les unités de l'écrit, et c'est ce qui fait la complexité. Donc, il a fallu qu'on choisisse, qu'on fasse une sélection, et cette sélection, elle a été appuyée sur la notion de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'occurrences d'apparition d'une séquence à l'oral ou à l'écrit. On a considéré la fréquence des sons dans la langue orale, donc la récurrence de certains sons par rapport à d'autres sons, et la fréquence des conversions graphème-phonème. Pour vous donner un exemple des sons, en français, le son re, qu'on entend deux fois dans le mot renard, à l'initiale et à la finale, renard, est la consonne la plus fréquente en français, une des consonnes qu'on utilise le plus souvent. On a donc décidé de trier les sons de la langue française en fonction de leur fréquence et de traiter les conversions graphème-phonème en priorité à partir des sons les plus fréquents. On a ainsi mis en place une progression dans la, dans la collection Colibri, une progression à 4 niveaux de difficulté. Je vous présente d'abord les 3 premiers niveaux de cette progression. Donc, le niveau numéro 1, le premier niveau, est celui qui est censé comprendre le moins de complexité, être le plus facile au niveau du traitement cognitif. Et pour garder l'exemple de cette correspondance graphème-phonème, eh bien, les mots qui finissent en français par le son O s'écrivent la plupart du temps EAU comme dans bateau. Et donc, on a mis cette correspondance au centre des histoires du niveau 1. Ensuite, on a étalé la progression avec une deuxième correspondance graphème-phonème, toujours pour le son O, mais cette fois qui s'écrit tout simplement avec la lettre O. C'est un peu plus complexe à traiter, cette correspondance graphème-phonème-là, parce qu'elle est moins fréquente que celle-ci. Et le troisième niveau correspond évidemment à une correspondance O qui se transcrit au T, encore moins fréquente que celle-ci et encore moins fréquente que celle-ci. Donc le niveau de difficulté, en fait, de 1 à 3, suit un niveau de complexité cognitive. Le quatrième niveau de progression
est un peu indépendant des correspondances graphème-phonème. Il a été consacré à des séquences de consonnes qui se trouvent dans les mots, comme par exemple ici le TR qui se trouve dans le mot tronc, qui en fait correspondent à des séquences extrêmement difficiles à décoder pour les enfants en période d'apprentissage et a fortiori pour les enfants qui présentent quelques difficultés dans cet apprentissage. Donc, on a décidé de consacrer le niveau le plus haut de notre progression à ces séquences de consonnes qu'on appelle des clusters consonantiques, comme GR dans ogre ou pardon, QR dans crabe. On a donc 4 niveaux de progression que je fais apparaître ici. Je voudrais juste consacrer cette diapositive à dire que aux parents ou aux enseignants qui peuvent utiliser ces livres, voire aux orthophonistes si elles souhaitent le travailler avec également, que ces niveaux de progression ne sont pas faits au hasard. Ils correspondent à une complexité linguistique et une complexité dans le traitement, dans la lecture, et que donc il est important pour que les enfants puissent se familiariser avec la lecture, de respecter ce niveau de progression. En tout, dans cette collection, on a travaillé sur 54 correspondances graphème-phonème. Et donc, vous voyez bien que pour les auteurs, ces consignes-là n'étaient pas probablement très simples à utiliser. Et pour leur faciliter la tâche, on a eu l'idée de construire des boîtes à mots. Les boîtes à mots, c'est un ensemble de listes pour chacune des correspondances graphème-phonème qu'on a étudiées et qu'on a proposées. Eh bien, et il y avait un ensemble de mots qui étaient qu'on sait que les enfants connaissent et qui présentent cette correspondance graphème-phonème. Donc, vous avez des noms, par exemple, ici, comme cerceau, éléphanteau, moineau, râteau, et également des adjectifs. Donc, les auteurs pouvaient puiser dans ces boîtes à mots pour avoir de la ressource, du matériel linguistique adéquat. La quatrième brique de notre charte scientifique rassemble un certain nombre de caractéristiques beaucoup plus variées, linguistiques et formelles. Je vais les présenter les unes à la suite des autres. Le lexique, tout d'abord, eh bien, on a également constitué des boîtes à mots, mais cette fois pour des mots qui n'étaient pas les mots contenant la correspondance graphème-phonème, mais tout un ensemble de mots par catégorie, des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des prépositions, des mots dont on sait qu'ils sont connus par les enfants, en fait. Donc, on sait qu'à 8-9 ans, les enfants connaissent ces mots partis, princesse, girafe, bœuf, gâteau, différent, peu, sous, plein, etc. On le sait parce qu'on a travaillé avec des bases de données qui ont été construites en fonction de la fréquence d'utilisation de ces mots à partir d'ouvrages de lecture que les enseignants utilisent donc dans les classes pour apprendre la lecture. Donc, il y a une cinquantaine d'ouvrages qui ont été épluchés et on a relevé tous les mots que ces ouvrages contenaient et on les a classés par ordre de fréquence. Concernant la syntaxe, maintenant, on a fait plusieurs propositions. La première est d'éviter les propositions subordonnées. La phrase qui est écrite ici, c'est le lapin qui vient d'arriver, est une phrase qui comporte un pronom relatif et qui en fait donc une subordonnée qui est cognitivement plus complexe à traiter qu'une phrase beaucoup plus simple comme celle-ci, le lapin arrive.
En général, on a recommandé de faire plutôt des phrases courtes, c'est-à-dire entre 8 et 13 mots, parce qu'elles sont de structure syntaxique plus simple. On a également recommandé d'éviter les anaphores. Les anaphores en linguistique, c'est ces petits mots qui apparaissent dans le discours à l'oral ou à l'écrit et qui renvoient à un mot qui a été cité précédemment. Je vous donne cet exemple-là. J'ai choisi un petit texte que Marine Jourdan a écrit. Elle fait un master recherche avec nous et elle travaille sur les problèmes de compréhension en lecture et en production écrite. Et voilà, elle a écrit ce petit texte que je lui ai emprunté. Romain est un jeune garçon de 12 ans. Il passe toutes ses vacances à la campagne. Il est donc une anaphore, qui est un petit mot mis pour Romain. Il passe toutes ses vacances à la campagne chez ses grands-parents, dans leur jardin. Il y a un trou dans la haie. L'heure est également anaphorique parce qu'il renvoie à grands-parents qui a été cité juste auparavant. Donc, ce système d'anaphore, s'il est bien pratique pour écrire et ne pas faire sans arrêt des répétitions de mots, il est difficile à capter, à comprendre en début d'apprentissage et notamment quand l'apprentissage est difficile. Notre but était donc d'alléger la charge cognitive des enfants, donc le coût attentionnel qu'ils peuvent mettre lorsqu'ils sont en train de lire. Enfin, concernant la syntaxe, nous avons proposé aux auteurs d'utiliser le plus possible des formes de la langue parlée. Cette phrase interrogative présente tous les critères conventionnels de la production écrite, avec notamment une inversion du sujet. Veux-tu que je te dise, Jean? On peut d'une certaine façon traduire cette phrase pour l'écrit aussi en disant tu veux que je te dise, Jean, et en fait cette forme sans inversion du sujet notamment correspond beaucoup plus à une forme de la langue parlée qui est plus accessible aux enfants que le format contraint de l'écrit. Donc, le but est de faciliter la compréhension et donc d'utiliser des tournures syntaxiques, encore une fois, que les enfants savent mieux manipuler. Au niveau de la morphologie, c'est-à-dire la forme des mots, nous avons proposé de privilégier les temps simples, comme le présent de l'indicatif. Dans cet exemple, je chante est une forme structurellement, linguistiquement, beaucoup plus simple que la forme à l'imparfait, je chantais, AIS, ou au passé simple, je chantais, AI, qui comprennent des correspondances graphèmes-phonèmes plus complexes. Enfin, nous avons recommandé aux auteurs d'utiliser autant que faire se peut, parce que évidemment, ce n'est pas si facile, des mots concrets. On sait que des travaux en psycholinguistique ont montré que des mots concrets comme éléphant étaient beaucoup plus accessibles cognitivement que des mots abstraits comme bonheur. Donc, l'idée est d'utiliser encore une fois un matériau que les enfants manipulent préférentiellement. Nous avons également recommandé d'utiliser le plus possible de mots de 2 syllabes comme bateau ou de 3 syllabes comme lavabo, parce que ces mots apparaissent en quantité importante dans la langue, beaucoup plus que des mots comme port, une seule syllabe, ou des mots comme préférentiellement. Donc là encore, ce qui est plus fréquent est plus accessible, plus facile à traiter, et c'est donc ce que nous avons recommandé aux auteurs. Nous avons également proposé de privilégier la nouvelle orthographe. L'exemple que je propose ici est la façon d'écrire en toutes lettres des chiffres 45 242. Ici,
pardon, ici ça apparaît en orthographe standard, conventionnelle, avec un trait d'union entre 45, 42 et pas de trait d'union ailleurs, ce qui peut semer le trouble. La nouvelle orthographe propose quelque chose de plus cohérent, de mettre des traits d'union entre chaque mot écrit qui correspond au chiffre, et comme ça, évidemment, il n'y a plus d'ambiguïté. Enfin, nous avons fait des recommandations sur la forme des textes. C'est extrêmement important et c'est susceptible de faciliter la lecture ou de la complexifier. Donc, nous avons demandé aux auteurs et aux éditions Belin en particulier, là pour le coup, d'être attentifs à la présentation des textes. Ce que vous avez en vert ici est un texte qui paraît beaucoup plus facile à lire que le texte qui est identique au niveau du contenu, qui apparaît ici en bleu. Un certain nombre de différences sont inscrites ici. La police est importante et nous avons recommandé une police Verdana assez grosse, en 12 ou 13 points, des caractères relativement espacés les uns des autres, un alignement à gauche. Alors, c'est peut-être pas très sensible, ça soit peut-être pas beaucoup sur la diapositive parce que le texte est court, mais ici, c'est aligné à gauche, tandis qu'ici, c'est justifié. Et justement, ça fait des espaces un peu incohérents pour faire en sorte que la marge gauche et la marge droite soient vraiment alignées. Ensuite, nous avons recommandé des interlignes doubles pour que l'enfant puisse suivre facilement sa ligne et ne pas mélanger les lignes. Évidemment, c'est plus facile à faire sur un texte dans lequel les lignes sont très rapprochées les unes des autres. En règle générale, nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas de surlignage, pas d'italique, pas de majuscule, bon, excepté dans les titres, parce que ces formes-là mettent les enfants en fait en difficulté parce qu'il y a trop d'informations, il y a beaucoup trop d'informations et c'est difficile à traiter. Ensuite, nous avons recommandé qu'il n'y ait pas de couleur sombre et, pardon, excusez-moi, et également que la couleur de la police ne soit pas bleue. Voilà, c'est un ensemble de recommandations qui ont été transférées aux auteurs qui, encore une fois, les ont respectées autant que faire se peut, parce que sans doute ce n'était pas très facile. En guise de conclusion à cette présentation, je voudrais maintenant laisser la parole à Caroline Delattre à travers cette petite vidéo. Donc Caroline Delattre, je vous l'ai dit, elle est directrice de l'école Fouriot. Bien sûr, elle a utilisé ses livres dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'apprentissage scolaire, et elle nous fait une petite vidéo pour nous expliquer en fait comment elle travaille avec ses livres. Je vous laisse quelques minutes avec elle. Bonjour. Pour répondre à la question comment sont utilisés ou peuvent être utilisés les livres de la collection Colibri qui ont été édités chez Belin, il y a plusieurs façons de les utiliser en classe. On peut, dans un premier temps, les utiliser comme des petits romans, puisqu'effectivement la lecture est facilitée de par une police qui a été choisie avec une interligne qui est agrandie et ainsi que l'espacement entre les mots. Le choix également de la couleur des pages est plus foncé, ce n'est pas du papier blanc. Ainsi, les yeux n'ont pas des sauts de ligne et il est plus facile pour les enfants de suivre. Donc les enfants prennent plus de plaisir à lire et donc ils ont tout d'abord une lecture plaisir, ce qui est la première chose la plus importante. Donc, la lecture est facilitée. On va demander aux enfants de réaliser des fiches de lecture
pour nous présenter un petit peu les livres qu'ils ont lus, savoir lequel ils ont préféré, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. On va leur demander de remplir des petites fiches de lecture, donc en fonction des livres. On a réalisé, nous en classe, des petites questions qui sont autocorrectives. Et on va comme ça vérifier la compréhension de la lecture. En classe, on travaille évidemment le vocabulaire lorsque nous lisons tous ensemble. L'avantage est qu'au niveau de chaque livre, on va pouvoir s'appuyer sur le graphème qui est étudié. Et ici, on a le graphème ON qui est étudié. Et donc, on va pouvoir travailler la mémorisation de tous les mots qui s'écrivent en ON. Alors, c'est important parce qu'il y a des graphèmes qui sont un petit peu difficiles, comme le greux, les breux, qu'on va retrouver dans des livres spécifiques, mais également les AI, où on va les travailler bien séparément. Et on va donc pouvoir aller plus loin et travailler l'orthographe des mots qui sont donc utilisés dans les livres de lecture. On va également aller plus loin et travailler sur la structure du récit et demander aux enfants quels sont les personnages, quel est l'élément perturbateur, qu'est-ce qu'il y a, quel est l'élément perturbateur et quelles sont les différentes péripéties que le héros va devoir va rencontrer pour arriver à résoudre le problème. Voilà quelques petits exemples de ce qui peut être fait en classe avec ces livres. Merci. Surprise en cuisine. Le mystère des macarons. Gaston Calisson est un très bon. Alors, quels sont les personnages de cette histoire? Zoé. Myriam. Qui c'est Myriam? Myriam La fleuriste. C'est la personne qui a volé l'aspirateur. Ensuite, Rémi. Rémi le chanteur. Rémi le chanteur, oui. Maëlle. Hector. Hector, c'est qui? Hector le coiffeur. Hector le coiffeur, super. Hugo, t'as une idée? Qui c'est qu'il y a encore? Qui c'est qui vole dans les airs? Émilie. Salim. Salim, l'aviateur, exact. Et après? Babou le pêcheur. Babou le pêcheur. Qui c'est qu'on oublie encore? C'est qui Nour? On sait pas. Le coiffeur. Si on sait. Le coiffeur. Non, c'est Hector le coiffeur. Nour, c'est son Nami. Nami, exact. Et le personnage principal, c'est qui? Victor. C'est Victor. Victor, c'est Voilà. l'inventeur. Je vous laisse donc sur ce petit film. Je vous ai laissé sur cette diapositive nos adresses mail. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à nous contacter. Merci beaucoup.